Commencer par vous faire un petit... pour ceux qui étaient là, quand j'avais fait ma présentation sur le nominalisme, j'ai repris certains 2-3 premiers slides de de cette présentation, puisqu'en fait, c'est quand même, il y a une base qui est un peu la même. C'est des sujets en fait qu'on se pose depuis des siècles, qui prennent une autre forme aujourd'hui, mais dont les soubassements, les fondations philosophiques remontent donc à Aristote. En plus, je connais, j'aime bien Aristote. Donc, je le place à chaque fois. Dès que je présente un sujet, il y a Aristote. Bah tiens, il y a Nadia qui arrive. Bon, on va l'attendre. Il faut d'abord défiler les mots. Ah oui, j'ai entendu ça. J'ai reconnu ça. Ah, bah oui. J'ai reconnu Tu sais qu'on ne reconnaît ton pas. Je n'avais qu'une minute d'avance par rapport à toi. Je me rapproche de Gunther, moi. Sinon, tu peux bien passer, si. Oh, bah oui. Ou comme tu veux, hein. Faut Moi, pas j'aime faire. bien être à l'aise. Sois à l'aise. Merci. T'as rien raté. C'est le premier slide. Exactement. C'est le premier J'avais prévu Jacques et Alain. slide. Bref. Donc, au commencement était Aristote. Alors, Aristote, et vous allez voir que c'est lié au sujet, bien sûr. Il distingue, donc ce que je disais, hein, c'est que j'ai repris des choses de ma présentation sur le nominalisme, parce qu'en fait, l'émergence est un peu dans la continuité des questionnements liés au nominalisme. Et comme ça fait un petit rappel des catégories d'Aristote dans sa métaphysique. Donc, Aristote distingue deux types de substances. Ce qu'il appelle les substances premières. Donc, les substances premières, c'est des choses qu'on connaît. La table, la chaise, nous, en effet, les rochers, le soleil, la terre, tout ça, c'est les substances premières. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle la matière. C'est quoi une substance? Il ne définit pas vraiment, mais les substances, c'est ce qui subsiste, c'est ce qui existe en fait. Donc il différencie les substances premières, que je dirais globalement ce qu'on appelle aujourd'hui la matière, et les substances secondes. Alors, les exemples que prend Aristote, ce sont les espèces et les genres. Parce qu'Aristote, c'est pas sympa ça. C'est qu'allumer. Pardon? Je sais pas que c'est qu'allumer. Je peux pas vous dire. Tu peux aller demander parce qu'elle avait dit qu'elle laisserait éteint. Le temps que les gens arrivent pour le professeur de Lausanne. Oh, bah alors. Mais qui arrive à 19h30. Donc, normalement, on a un peu de... J'ai le temps de finir ma présentation. Bah, peut-être demain matin, alors. J'en profite pour voir. Prosit. Avec mon bel accent germanique. Salut tout à l'heure. Je ne peux pas éteindre. Business is business. Il y a 40 personnes qui arrivent à côté, donc on a été virés de l'autre côté. Ah oui, mais ils ne sont pas arrivés quand même. Si, ils viennent d'arriver. Ah d'accord, bon. Bon, on va faire comme ça, hein, c'est pas grave. De toute façon, je sais ce qu'il y a écrit dans le livre. Donc, Aristote raisonne souvent en biologiste. C'est pour ça que les exemples qu'il prend sont des exemples de biologie. Donc, les genres et les espèces sont des exemples de biologie. Donc, ça, il appelle ça des substances secondes. Ça ne question pas, on n'a jamais rencontré l'espèce cheval. Donc ça n'existe pas, on ne peut pas la toucher. Mais par contre, lui considère que c'est une substance seconde. Ce qui est quand même différent, là on voit quand même qu'Aristote se détachait de la théorie des idées de Platon, parce que c'est quand même pas la même chose que les idées. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que remarque Alain Videra, il y a une certaine ambiguïté. Selon les ouvrages et les traductions, c'est pas si clair. Est-ce que quel est le degré d'existence
qu'Aristote conférait à ces substances secondes, c'est pas très clair. Est-ce que c'était des choses, est-ce que l'universel, donc les substances secondes, était dans les choses, ou bien est-ce que c'était quelque chose d'un peu séparé, c'est pas clair. Mais enfin bon, donc on trouve chez Aristote déjà cette séparation, substance première, substance seconde, donc les genres et les espèces étant des substances secondes. Quelle est l'image à gauche? Alors, À droite, tout le monde connaît, mais à gauche, tadadat. à droite. À gauche, ah oui, Ouais. bah ça c'est Alexandre, enseigné par Aristote. C'est-à-dire qu'Aristote a été le professeur particulier d'Alexandre. Et donc le tableau de gauche, alors le tableau de droite, à droite, ça c'est le tableau de Raphaël, hein, qui s'appelle l'école d'Athènes. Alors ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que donc à droite c'est Aristote, à gauche c'est supposé être Platon. Et le visage que Raphaël a donné à Platon, c'est celui de Léonard de Vinci. Donc ça en dit un peu sur la philosophie qu'avait Léonard de Vinci. Et donc celui de droite, alors je ne sais pas d'où ça vient. Celui de gauche, celui de droite je le connais bien parce que c'est mon fond d'écran sur plein de mes PC. Tout le tableau. Celui de gauche, donc c'est une illustration de Aristote enseignant à Alexandre. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué parce que de temps en temps j'ai des trucs. Alors, bon, je vous passe quand même un certain nombre de détails, hein, parce que c'est pas une présentation sur le nominalisme, mais les nominalistes, donc, hein, ce courant philosophique du Moyen-Âge, qui s'est étalé on va dire, du 10e siècle, celui que vous ne voyez pas tout en haut, qui est Rosselin de Compiègne, jusqu'au 14e siècle avec Guillaume d'Occam. Les nominalistes, bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, les trois que je cite là, c'est Rosselin de Compiègne, Abélard, qui était représenté à droite avec sa... C'était un nominaliste. Et puis, oui, mais ça fait, on classe ça dans le nominalisme. Enfin, bon, c'est pas grave, mais après c'est des. Voilà, vous voyez, après on se base sur les substances secondes. C'est à savoir si c'est nominaliste ou conceptualiste. Je le mets, hein. Il parle du concept. Donc, je sais, le concept formé par l'intellect, etc. On le classe dans les nominalistes. Enfin, bon, après, ça, c'est pas ce classement. Donc, je cite Rosselin de Compiègne. Ah, je vous en prie, allez-y. Abélard, et puis surtout celui qui est donc, le plus connu, enfin pas le plus connu, mais vraiment qui a marqué l'histoire du nominalisme, Guillaume d'Occam. Donc, pour résumer, pour faire simple, parce que c'est pas le sujet exact, les nominalistes affirment que les substances secondes d'Aristote, parce qu'en fait tout ça part d'un questionnaire de Porphyre sur la nature et les propriétés des substances secondes. Donc les nominalistes affirment que les substances secondes, au sens d'Aristote, n'existent pas. Elles n'ont pas d'existence réelle. Ce sont, alors selon les cas, mais globalement ce sont des outils de pensée. Donc ils font donc la distinction entre les choses réelles et les idées générales, donc comme les gens existent. Et cette distinction, donc, elle va durer. Puisqu'en fait, donc, si on prend Kant, avec cette notion de choses en soi, de nous-mêmes, de phénomène, Kant aussi distingue donc la chose elle-même, donc on peut assimiler en quelque sorte à la substance première d'Aristote. Et la description, la connaissance qu'on peut en avoir. Hein. Donc là, c'est vrai qu'avec Kant, on rentre, d'ailleurs c'est la période, 17e, 18e, on rentre dans les théories de la connaissance, vraiment, alors qu'Aristote ne se pose pas vraiment la question de la connaissance. Là, on rentre avec Kant, et ceux d'avant, Hume, Locke, etc., dans la question de qu'est-ce que je peux connaître des choses réelles. Et donc quand il dit non, mais on n'a pas vraiment accès à la chose elle-même. Et d'ailleurs, la nature, il le dit dans l'introduction, enfin machin, etc., ne répond pas à nos questions. Elle répond pas, à nos questions comme
C'est pas un livre, la nature. C'est pas un livre qu'on va lire. Elle répond à nos questions si on l'interroge sur des choses précises. Donc c'est pas elle qui va nous dire voilà ce que je suis. C'est un cheval, il va pas nous dire voilà je suis un cheval, voilà ce que mes propriétés, etc. C'est à nous de chercher, donc de poser des questions en quelque sorte, et là la nature va nous répondre. Donc en fait, l'idée qu'on se fait des choses, ce sont des idées humaines. Ce qu'aujourd'hui on appelle en science un modèle, une théorie, et surtout un modèle. Donc un modèle, c'est un ensemble c'est une façon de décrire la nature, et on vérifie le modèle avec des expériences, et là la nature nous répond. Mais on ne va pas vers la nature en disant qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? On lui dit est-ce que tu tombes bien avec la vitesse machin, etc. Et là on peut mesurer en effet des grandeurs physiques. Donc c'est une construction, C'est une construction. intellectuelle, hein. Oui. Et puis avec probablement ses grandes failles. C'est-à-dire qu'on Tout à fait. interroge finalement que ce qu'on peut percevoir des choses. Que ce qu'on a conçu des choses, ce qu'on a perçu, on perçoit, sur cette base de cette perception, on fait un modèle, et après on va réinterroger la nature sur la base de ce modèle. Ce qui pose véritablement une question très importante. Ah ben bien sûr, ça pose pas... Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux. Alors, Popper, en 1945, là je vais rapidement, parce que c'est pas vraiment l'objet, mais c'est pour vous montrer quelles sont les grandes étapes, qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qui a amené à l'émergence. En 1945, donc, il publie un livre, The Open Society and Me. Alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout un livre ce livre-là de Popper n'est pas un livre de philosophie de la connaissance. C'est un livre politique. Alors, il est écrit en 1945. L'objectif de Popper, c'est de dénoncer à la fois le nazisme et le communisme. Et il fait remonter ça à Platon, il y a un ouvrage de philosophie politique. Mais malgré tout, il ne peut pas s'en empêcher. Dans une note, il décrit le concept de nominalisme méthodologique. Ça, c'est vraiment très très intéressant, vous allez voir. Donc, et on retrouve Kant. Hein, plutôt que de chercher ce qu'une chose est réellement, sa vraie nature, plutôt que de chercher la chose en soi, en fait. Le nominalisme méthodologique cherche à décrire comment une chose se comporte, et particulièrement s'il existe des régularités dans son comportement. Donc, on passe par exemple, pour aller un peu plus loin sur Aristote, pour lui, la science, l'objectif de la science, c'est de décrire le réel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'une poule, elle avait des ailes, qu'elle pondait des œufs, etc., ben voilà, on savait ce qu'était une poule. Donc c'était une science descriptive de l'objet lui-même. Popper, il dit non, ça marche ok avec les poules, mais globalement, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est regarder comment une chose se comporte. Et c'est là, en fonction bien entendu, je vous parlais d'un modèle. C'est ça qu'on va réussir à faire. Donc en fait, il appelle ça le nominalisme méthodologique. Pourquoi nominalisme? Alors c'est vraiment intéressant que Popper utilise ce mot du Moyen-Âge. Moi, quand j'ai trouvé ça assez fascinant, qu'en 1945, pour décrire un peu un concept, une méthodologie scientifique, il utilise ce mot qui vient du Moyen-Âge. Donc en fait, on passe d'une étude descriptive à une étude analytique. Analytique et c'est fondé, et là ça va être important par rapport à l'émergence, sur les propriétés en fait. Et les propriétés, alors on en revient, mais les propriétés d'interaction, pas descriptives, pas de dire ça a des ailes, des trucs, des machins. C'est pas des propriétés de description, c'est des modalités, enfin en tout cas d'interaction. Pourquoi? Parce que quand on interroge la nature, quoi qu'on fasse, on est toujours dans l'interaction avec elle, en fait. Et ça, on l'a bien vu. Et ce qui nous intéresse, c'est les propriétés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi que pour pouvoir percevoir un objet, il faut qu'on puisse interagir avec lui. C'est le problème par exemple, le fameux problème de la masse sombre de l'univers. Comme on dit qu'elle est noire et que donc elle n'aimait pas la lumière et tout, on ne sait pas où elle est. Parce qu'on ne peut pas interagir avec elle.
Donc, c'est exactement de ça dont parle Popper. Et pourquoi nominaliste? Parce qu'il dit qu'en fait, la chose elle-même, on ne la connaît pas. Donc, on en revient au nominalisme, le kantisme et donc la science moderne qui est basée là-dessus. Donc, il y a cette distinction qui est, donc si on écoute Popper et d'autres, mais là, j'ai vraiment simplifié. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, alors au Moyen-Âge, donc il y avait ce qu'on appelait les nominalistes qui ne croyaient pas aux substances secondes, et en face d'eux, il y avait ce qu'on appelait les réalistes qui eux croyaient aux substances secondes. Ils disaient, on les appelait les réalistes parce qu'ils croyaient à la réalité des substances secondes en quelque sorte, des universaux. Donc on aurait pu penser que la lutte était terminée, mais la lutte n'est pas terminée. Et c'est là qu'on va vraiment parler de l'émergence. Donc au tournant du 19e et du 20e siècle, enfin dans ces siècles, il y a des questions qui commencent à apparaître, parce que finalement on progresse dans notre connaissance, et puis on progresse, mais en même temps on bute sur certaines limites de nos connaissances. Et là il y a des domaines où on commence à se dire, oui mais alors, c'est plus comme au Moyen-Âge les universaux, c'est-à-dire les genres, les espèces, mais des entités comme l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Ou bien même, qu'est-ce que la vie? On connaît la matière, la physique permet d'étudier la matière vraiment avec beaucoup de finesse. Surtout qu'à la fin du 19e, on pensait que la physique était terminée. C'est assez marrant. Juste avant le bouleversement de la relativité, de la mécanique quantique, on pensait que ça y est, la physique, on connaissait tout. À la fin du 19e, les physiciens étaient à peu près persuadés d'avoir tout compris de la physique. Mais alors voilà, qu'est-ce que l'esprit? Comment est-ce que, en partant de cette matière-là qu'on commence à comprendre, comment est-ce qu'on peut expliquer l'esprit? Comment est-ce qu'on peut expliquer la vie? Surtout qu'à l'époque, alors là, par contre, les connaissances sur la vie restaient assez faibles, même sur l'esprit. Et derrière ça, j'ai envie de dire, il y a un enjeu qui est un peu de la politique des sciences, en quelque sorte. C'est-à-dire, quel est le degré d'autonomie des sciences qui étudient la vie ou des sciences qui étudient l'esprit? Je prends ces deux exemples-là. C'est-à-dire, voilà, est-ce que la biologie, bon, ok, elle étudie la vie, mais un jour, de toute façon, la biologie va se faire absorber par la physique. Alors là, bien sûr, les biologistes s'accrochent, ils disent non, on a une autonomie de notre science. Plus encore, les psychologues. Est-ce qu'un jour, on pourra tout expliquer par le cerveau, et derrière le cerveau, par le comportement physico-chimique du cerveau? Donc là, il y a une fusée à 3 étages. Hein. Il y a l'esprit, le cerveau, l'organisation du cerveau, qui est de la vie, et puis le dernier étage, le plus bas, la partie physico-chimique. Donc, est-ce que ces sciences existent en elles-mêmes, ou est-ce qu'en fait elles ne sont que des vagues dérivées de la science reine qui est la science physique? Donc on voit que derrière cet enjeu métaphysique, on va dire, hein, qui est qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'esprit, et donc quelle est sa relation avec la matière, il y a un enjeu, on va dire, de politique des sciences, voilà, j'appelle ça comme ça. Enfin, et c'est là qu'on voit apparaître la notion d'émergence. Hein, donc, qui consiste à dire la vie émerge de la matière et l'esprit émerge de la vie. Quand on connaît, enfin les gens qui connaissent Bergson, par exemple, c'est des choses qu'on trouve tout à fait chez Bergson. Avec en particulier, lui, il dit, enfin je vais en parler un peu plus loin, le courant, enfin il y a un élan vital, etc. Bonjour. Donc la lutte continue entre, donc là on voit apparaître hein, l'émergence, ou plutôt le retour des réalistes en quelque sorte. Alors, là je vous ai fait rapidement un petit slide, sur les forces en présence. C'est-à-dire quels sont les différents mouvements, quelles sont les différentes positions des acteurs dans ce débat. Hein, je vais simplifier, hein, parce que sinon ça va être... Alors, vous avez, donc, comme position, il y a le physicalisme, ou le réductionnisme. C'est-à-dire, pour le physicaliste, tout peut être déduit en droit, parce qu'en fait, on ne sait pas forcément le faire, mais tout peut être déduit
de la, de la physique. Comme la chimie, à une époque, au XVIIe siècle, on faisait de la chimie sans rien connaître de la relation entre la chimie et la physique. Il a fallu attendre les théories atomistes, etc., pour faire le lien entre la physique et la chimie. Donc à un moment donné, la chimie était autonome, et puis après, elle a été absorbée. Aujourd'hui, elle est absorbée à peu près par la physique. En particulier grâce à la mécanique quantique. Donc pour les physicalistes, voilà, tout va se passer comme ça, tout se réduit à la physique. Alors, à l'opposé, là je vous présente les deux positions extrêmes d'abord. Vous avez les dualistes. Enfin, on les appelle, les dualistes, on les appelle comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensent qu'il y a des entités séparées. Par exemple, donc il y a l'esprit et le corps. Ce sont des entités séparées. Une variété du dualisme, c'est le vitalisme. C'est-à-dire ceux qui pensent, voilà, il y a la vie et puis il y a la matière. Et là, par contre, Bergson est tout à fait dans ce mouvement-là. Il est vitaliste. Il pense qu'il y a une force vitale, etc. Après, on va vraiment aborder donc, l'émergence. Donc il y a deux types d'émergence. C'est, je pense, de ça dont on va surtout parler aujourd'hui, enfin, sauf si vous avez envie de parler d'autre chose. Il y a l'émergentisme, excusez-moi, ontologique. Donc il y a bien une base, il y a bien un phénomène émergent, il y a bien une relation entre les deux. Donc c'est pas des dualistes. Complètement. Il y a une relation entre les deux. Ils admettent, parce que les dualistes, à la limite, s'il n'y a pas le corps, quelque part, il y a quand même l'esprit. L'esprit, il reste, alors on ne sait pas très bien. Mais c'est l'âme, c'est je ne sais pas quoi. Les émergentistes ontologiques disent, ok, il y a bien une base physique. Mais quand même, ça crée une entité ontologique. Hein, l'ontologie en philosophie, c'est l'être. Donc il y a bien une entité qui existe. Donc là, c'est l'équivalent un peu des réalistes. Donc c'est proche du dualisme, mais quand même ils admettent une relation entre la base physique et le phénomène émergent. Il y a un autre type d'émergentisme, c'est l'émergentisme épistémologique. Donc épistémologie, hein, de la connaissance, philosophie de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, eux s'intéressent non pas à l'ontologie, non pas à l'être des phénomènes, des entités, mais aux relations, aux phénomènes, aux relations. Alors, aux propriétés, mais propriétés relationnelles. Propriété relationnelle, c'est les corps qui s'attirent, hein, par exemple. C'est ça, là, ça crée bien une relation entre deux corps. La plupart des lois scientifiques sont des lois de relation. C'est des interactions. Alors, eux disent, l'émergence existe au niveau des propriétés, au niveau des modèles. C'est pour ça qu'on dit c'est épistémologique. C'est-à-dire que j'ai un modèle pour la physique, j'ai un modèle pour la vie, j'ai un modèle pour l'esprit, donc sur lequel travaille. Donc en effet, ils sont indépendants et ils se positionnent en fait dans la perspective kantienne et popérienne. C'est pour ça que je vous ai cité d'abord en introduction ces deux auteurs. Ils disent en fait, la réalité des choses, on ne la connaît pas. Encore une fois, ils sont dans cette perspective. On ne connaît pas la réalité. L'ontologie, on n'en sait rien, ce qu'il y a derrière. Mais on constate qu'en effet, au niveau des propriétés, eh bien, on n'arrive pas à déduire. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'est capable de décrire les phénomènes psychologiques en s'appuyant sur les lois de la physique. Donc, on est bien obligé de constater qu'au niveau des modèles, ce n'est pas les mêmes modèles. Même la vie, c'est assez compliqué. On n'a jamais été capable de reproduire l'apparition de la vie, par exemple, en laboratoire. Donc, voilà, on est bien obligé d'admettre qu'il se passe des choses qui, au niveau des modèles, on ne sait pas faire. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne se positionne pas sur la réalité des choses. C'est pour ça que donc il y a deux sortes aussi d'émergentisme, mais il y a l'émergentisme des choses, donc qui correspondrait à l'émergentisme ontologique,
et l'émergentisme des propriétés. C'est-à-dire, voilà, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des propriétés qui émergent. Ça correspond un peu plus à l'émergentisme épistémologique. Ça veut dire quoi qu'elle émerge?